Bonjour Nara. Bonjour Salim. Merci beaucoup d'avoir accepté ce mois-ci de faire l'entretien d'octobre et nous sommes ravis de t'accueillir ici dans la résidence de l'ambassade de France à l'occasion de la sortie de ton livre Moi Nara, femme de Mongolie. Alors ma première question est assez simple, comment es-tu rentrée en contact avec la France et avec la langue française? C'était en 1982, j'avais 11 ans, je vivais à cette époque dans l'ouest de Mongolie. Et un jour, j'avais vu une photo d'une femme de mon village qui était photographiée devant un parterre des fleurs jaunes. C'était à Genève. Et donc, depuis ce jour, je n'avais qu'une pensée en tête, c'était j'apprendrai le français et j'irai à Genève pour me faire photographier. Et donc, à cette époque, l'époque soviétique, ce n'était pas facile de parler de ce rêve ouvertement parce que je n'étais qu'une fille d'un simple chauffeur de camionneur. Et donc ce rêve-là, qui était gratuit, qui était boussole de ma vie de cette époque, j'avais enfui ce rêve vraiment au fond de moi. Depuis ce jour, j'ai tout fait pour apprendre le français. J'ai tout fait pour venir en France. Et la deuxième étape très liée avec la France, avec la langue française, c'était en 1999, quand j'ai appris que mon papa venait de décéder. Et j'étais toute seule quand je l'ai appris. Et donc, pleurer, ce n'était pas suffisant pour moi. Il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris un stylo et que j'ai commencé à écrire. Et pour moi, ce geste était très significatif. Je l'ai écrit quelques mots pour parler à mon père, je l'ai écrit en français. Et pour moi, ça a été vraiment un moment très important dans ma vie. Quand je suis arrivée en France, c'est vrai que j'ai été accueillie d'une manière extraordinaire. Mes amis étaient très, très bienveillantes avec moi. Quand j'ai commencé à écrire à mes amis, je signais ma signature Tournesol. Mais heureusement que tout le monde a dû se moquer de moi parce que je n'ai pas écrit professeur Tournesol. Mais c'est vrai que si je m'imaginais comme cette fleur Tournesol, la France était une terre très fertile pour moi parce qu'elle m'a tout donné. Je fais partie de ces êtres humains chanceux d'avoir appris le français. Pour moi, écrire en français, m'exprimer en français, c'est aussi un peu rendre hommage à la France et à mes amis qui m'ont bercé depuis avec une gentillesse infinie. Quel bel hommage, Nara. Et donc, tu as mis près de 20 ans à écrire ce livre, Moi Nara, femme de Mongolie. Aujourd'hui, donc en se basant sur ce témoignage que tu nous as livré, quel regard rétrospectif tu portes sur la condition des femmes en Mongolie? La fille que j'étais et la femme que je suis, dans le livre, quand on lit, quand je raconte, ça paraît comme une exception, mais en fait, c'est pas du tout ça. Les femmes mongoles sont extrêmement indépendantes et libres comparées aux femmes asiatiques de ce continent. Je viens d'une culture nomade et que la culture sédentaire date seulement moins de 100 ans. Ça voudrait dire qu'on a toujours gardé cet esprit des nomades. Et donc, dans la culture nomade mongole, toutes les filles sont priées d'apprendre à bien s'occuper de la maison, bien prendre soin des parents, de se lever tôt le matin pour traire les vaches, de préparer le thé pour la famille, de préparer des aliments blancs, de savoir coudre des vêtements mongols pour toute la famille. Ça, ce sont des choses, c'est vraiment les bases de l'existence des femmes mongoles. Pour mener une existence convenable, par exemple pour moi, pour mon père, ça aurait été que j'apprenne tout ça pour être une femme bien du village. Mais après, quand on se marie avec un homme, dans la culture mongole, l'homme part souvent à l'extérieur pour s'occuper du bois, pour s'occuper des animaux.
Donc pendant cette absence, les femmes mongoles sont obligées de dessiner tout à l'extérieur. Comme on dit, on doit être capable de devenir un homme quand on sort de la yourte et redevenir la femme quand on revient dans la yourte. Et donc ça, cette capacité de s'adapter, elle n'est pas disparue depuis 100 ans. On a dans nos gènes. Et donc, la femme mongole est capable d'essayer tout et qu'il a un esprit libre d'action et dans tout ce qu'on fait. Par rapport aux femmes asiatiques, je trouve que nous, on est beaucoup plus indépendants. Deuxièmement, nos parents mongols prennent beaucoup plus de soin des filles que des garçons, par exemple. Parce qu'ils nous considèrent que plus vulnérables physiquement. Et aussi, il y a un proverbe qui dit « les femmes voient plus court que les hommes », par exemple. C'est pas pour nous écraser, c'est juste ils font plus attention à nous. Donc, moi, je considère que les femmes mongoles sont plus privilégiées. Et puis, c'est vrai que c'est une société très macho. Le pouvoir est porté toujours par la majorité des hommes. Mais ce n'est pas rien qu'il y a 75% des étudiants, ce sont des femmes. Donc, malgré qu'on vit dans une société qui est très portée par le pouvoir masculin, que je répète, les femmes commencent à émanciper, à parler, et que pour nous, c'est vraiment un avenir par les femmes. Je l'espère que ça va être plus équilibré. Merci beaucoup. Cécile de France, qui signe la préface de ton livre, dit de toi que tu es un exemple d'endurance et de bravoure pour toutes les femmes. C'est une très belle citation. Qu'en penses-tu? Cécile de France a lu mon livre. Et puis, on a quand même vécu pendant 35 jours ensemble pendant le tournage. Donc, quand je vivais en France et que j'avais perdu 3 frères et mon papa, tous mes amis m'attendaient que je revienne en étant malheureuse, déprimée. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu le temps de me déprimer. Donc je pense qu'avec tout l'amour que je portais pour mon papa, pour mes frères, ça a été difficile pour moi. J'ai cette capacité d'endurer, de me relever. Je ris beaucoup, beaucoup. Et donc, je n'ai pas cette tristesse en moi de ce destin qui était quand même assez lourd pour moi. Alors la dernière question aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de ce trajet et puis de tes projets depuis le film et la collaboration avec Fabienne Berthaud jusqu'à tes prochains projets dont on a hâte d'écouter l'aventure. J'ai accompagné Corinne Sambrin en 2002 en tant que guide. Et puis, pendant ce voyage, qu'elle est venue pour faire un reportage pour BBC, elle a découvert qu'elle était chamane, parce que c'est un chaman qui lui a raconté qu'elle était chamane. Corinne a fait son premier livre, et c'est à partir de là, que 2017, que la réalisatrice d'un monde plus grand, Fabienne Berthaud, m'a contactée pour discuter de ce film, parce que j'étais quand même le témoin de ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé de jouer mon propre rôle. C'était une très belle expérience de revivre cette expérience que j'ai eue avec Corinne. Et deuxièmement, j'ai joué sur le deuxième carte, c'est que c'est ma société de tourisme qui a géré toutes les parties logistiques, la nourriture, les logements. Et organiser ça en très peu de temps, à 1000 km de Ulaanbaatar, pour nourrir, loger 70 personnes, ça a été un défi. Et j'ai vraiment adoré parce que j'ai réussi à faire quelque chose de bien avec mon équipe. Et on est très très fiers de ce film, de ce qui s'est passé pendant le voyage, pendant le film. Et puis, effectivement, ce film m'a permis de finir mon livre. Je n'aurais pas joué ce rôle
peut-être que je n'aurais jamais fini le livre. Donc pour moi, c'était une thérapie que ce film a fait sur moi. Et puis pour les années à venir, là avec Covid-19, c'est vraiment, on doit revisiter ce qu'on propose, on doit réinventer cette partie parce que je pense souvent à nos clients, aux Français qui aiment voyager parce que le peuple français, c'est un peuple voyageur. Donc, depuis 1996, c'est la première fois que je reste en Mongolie sans partir de France. C'est pour vous dire que la France me manque. Et même quand j'arrive à Paris, j'adore appeler mes amis de province dans le métro pour les faire rire parce qu'eux, ils détestent le métro parisien et moi, je l'utilise comme un moyen pour rire. Là, on est en train de préparer des cours vidéo pour parler de la Mongolie. Parce que là, vraiment, avec mon regard mongol et français, je pense que ça va être intéressant de raconter avec des petites histoires des Mongols, comment on vit, pour que les gens ne perdent jamais le fil de l'histoire de Mongolie. Et puis, je suis coach. Depuis 2011, je travaille avec les hommes politiques et femmes mongoles. Et je voudrais élargir un peu mon horizon dans ce domaine-là pour pouvoir travailler avec les jeunes leaders de Mongolie, pour qu'ils puissent travailler sur eux. Parce qu'on est un peuple très instinctif. On prend des décisions sans forcément réfléchir la conséquence, tout ça. Et donc je voudrais que la jeunesse mongole apprenne à regarder à l'intérieur. Donc j'ai vraiment un rôle à jouer dans cette partie du développement personnel. Et puis j'ai commencé à écrire mon deuxième livre. Et puis en tant que nomade, je sais que l'avenir m'amène toujours plus de projets que j'imagine moi. Mais en tout cas, mon rôle est vraiment être en Mongolie et aider mon pays pour le développement parce que un avenir très passionnant mais très douteux qui nous attend et je voudrais jouer un rôle important dans cette partie de l'histoire de Mongolie. Bravo, merci beaucoup Nara pour ce superbe témoignage et donc on a hâte de lire les prochains écrits et puis de te voir participer à cette nouvelle société mongole dans laquelle tu as un rôle à jouer. Merci beaucoup Nara. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Merci.